La classe politique malienne continue de dénoncer d'être mise à côté par les autorités de la transition pour la gestion du pouvoir. Vous aurez dans cette édition le point de vue du parti APM Maliko sur la création de la cellule d'appui au processus électoral de la transition. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la gestion de la transition continue de couler d'encre au sein de la classe politique malienne, notamment le M5 RFP qui demande aux autorités de la transition d'impliquer toutes les couches pour la réussite de leur mission, qui doit aboutir à des élections libres et transparentes. Selon Bakary Koulibaly, vice-président du parti FCD et membre du M5 RFP, propos recueillis Sédou Sidibé, Djakarija Dambélé. Je vous l'ai dit, l'espoir est permis au Mali. Bien qu'il y a la pandémie Covid-19, Dieu merci, on vient de trouver les vaccins et le monde ne va pas rester en autarcie. Et nos habitudes d'antan comme serrer les mains et porter le masque, et seront des passés récents et dans peu de temps. Et quant à notre avenir commun au Mali aujourd'hui, et je trouve que nos collègues du gouvernement de transition, et d'ailleurs je les remercie pour leur engagement par rapport aux funérailles de Soumaïla Cissé depuis l'ambassade à Paris, la levée du corps jusqu'à ce que le rapatriement du corps ici. J'étais hier au funérailles, à l'enterrement, et presque tous les membres du gouvernement étaient là. Et cela veut dire déjà que nous devons nous donner la main. Vous savez, partout dans le monde, si les gens se communiquent, ça c'est déjà un début de solution à nos problèmes. Que les perspectives sont bonnes, que les gens s'écoutent, que les CNT, ils ne sont pas députés d'abord, ils ne sont pas députés, c'est des conseillers nationaux, et qu'ils se ressaisissent et qu'ils prennent de bonnes décisions. Et les perspectives d'élections présidentielles et législatives, même un système référendaire, parce qu'on va aller sûrement à la 4e République, et ça c'est sûr. Donc ça c'est une année préélectorale, et nous souhaitons vraiment que chacun se retienne par rapport à cette situation. Et sur le plan économique, on le sait, le voyage étant difficile, les frontières étant poreuses et tout ça, il faut faire en sorte que le gouvernement parvienne à aider les opérateurs économiques qui sont plus ou moins touchés par cette crise qui frappe de plein fouet tous les secteurs économiques du Mali, que ce soit le primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, que ce soit les secondaires, les industries. Nous savons tous que les industries sont touchées, les importations ne sont pas faciles, les exportations n'en disconviennent pas, parce que les frontières aujourd'hui, le voyage, vous voyez, si les systèmes économiques, les circuits économiques étant faits de telle sorte que il faut que les gens se mouvent, que les gens voyagent, interconnectés. On voit que ça c'est difficile maintenant. Et les tertiaires, les services, bon, seuls les services au moins marchent aujourd'hui. Nous, je fais souvent le télétravail, presque tout le monde est dans le télétravail maintenant, je le fais moi aussi, souvent, et j'enseigne aussi. Mais ce qui est sûr que les perspectives au Mali aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit alarmiste. Bien qu'il y a des problèmes, on en discute, les problèmes sont là, mais il ne s'agit pas, je ne suis pas fataliste, il faut faire face à ces problèmes-là. Tout problème a une solution dans la vie. Dans le Mali, je crois que si nous parvenons à organiser de très bonnes élections, et de très bonnes élections en 2023, et avoir un très bon président qui a un programme, et le Mali va sortir de cette situation difficile que nous vivons actuellement.
Le plus important, c'est que le gouvernement de transition, qui n'est pas politique, doit écouter les politiques. Et nous faisons chemin ensemble. Ils sont là de façon temporaire. Ils ne sont pas politiques. Ils n'ont aucun programme pour le moment. Leur programme essentiel, c'est d'organiser, sécuriser le Mali et organiser les élections. Et sur ce plan, aucun effort ne sera ménagé pour les aider à réussir cette transition. Mais faudrait-il qu'il écoute aussi la politique. Il ne faut pas écarter les politiciens parce que vous pensez que nous ne sommes pas politiques, on va aller avec notre programme. Non, non, non. Les politiques, aujourd'hui, ont un plan de sortie des crises pour ces pays. Il faut les écouter aussi. Le Mali appartient à nous tous. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à l'accompagnement de ce gouvernement de transition. Nous ne sommes pas ennemis. M. Wan était directeur, il était ministre des Affaires étrangères du fait ATT, je l'ai connu. Et c'est des gens qu'on doit aider aujourd'hui à atteindre les objectifs qui sont sécuriser le Mali, organiser des élections crédibles, transparentes et qui seront acceptées de tout le monde. Et je pense que c'est les deux objectifs aujourd'hui, sinon les deux objectifs principaux aujourd'hui que le gouvernement doit s'atteler aujourd'hui à atteindre. Nous vivons actuellement dans un contexte socio-économique extrêmement difficile. Comme j'ai dit, un gouvernement de transition ne peut pas résoudre tous les problèmes du pays, bien que l'État soit une continuité. Mais il y avait des promesses qui ont été prises déjà par l'ancien régime. Et le gouvernement de transition, les ressources étant rares, ne peut pas faire face à tous les engagements de l'État en tant que tel. Et moi, je souhaiterais quand même que l'UNTM, et j'ai dit, leurs revendications sont légitimes. Mais faudrait-il d'abord attendre qu'il y ait un gouvernement légitime, élu au suffrage universel, qui va faire face à leurs problèmes? Quand nous, on se battait contre quand les M5 RFP se battaient contre le régime d'Ibeka, où était l'UNTM? Presque tous les syndicats étaient avec nous. Et je crois quelque part, ça peut être politique aussi. Mais je crois aussi que ce n'est pas le moment qu'ils se lèvent et paralyser le minimum que nous avons déjà, de paralyser cette économie, la situation, la vie économique du pays pour des réclamations. Je dis que ces réclamations sont légitimes, mais ce n'est pas le moment de les réclamer. Qu'il y ait d'abord un gouvernement élu au suffrage universel et ce gouvernement fera face à toutes ces revendications, que ce soit pour les enseignants, l'UNTM, je vois que les gens sont en train de les rejoindre. Nous sommes d'accord. Mais ce régime n'est pas là pour faire face à tous les problèmes. Ils ont des objectifs principaux que je viens de dire. Sécuriser le pays, organiser les élections qui seront acceptées par tout le monde. J'ai dit les élections transparentes, crédibles et équitables, qui seront acceptées par tout le monde. De ce fait, je souhaiterais quand même que ces mouvements, cette gronde sociale qui est en train de se passer de gauche à droite, au moins que je trouve qu'il y ait une trêve. Qu'il y ait une trêve pour donner beaucoup de chance à la transition de réussir. Le plus important aujourd'hui, qu'on sécurise le pays d'abord. Il faut voir le centre du pays. Faraboukou, il faut voir ça à Nyono. Ça ne va pas. Et s'il faut ajouter d'autres problèmes à d'autres problèmes encore, on ne va pas s'en sortir. Ça serait un cercle vicieux. Le Mali est à vol l'eau déjà. Aidons ce gouvernement de transition à sortir le Mali de cette situation. Mais faudrait-il que aussi ce gouvernement de transition écoute nos programmes? Parce qu'on a eu à faire, le M5 a eu à faire un programme, un plan de sortie de crise. Il faut s'en approprier et faire un objectif aujourd'hui, un tableau de bord pour sortir le pays de cette situation. C'est pourquoi j'ai dit, le gouvernement de transition, les CNT, les M5 sont des frères, c'est une équipe, c'est une synergie.
Mais ce n'est pas bon d'exclure une autre composante de cette synergie-là, qui est les M5 RFP. Ça ne peut pas aller. Si on veut que cette transition réussisse, il faut que le gouvernement de transition, le CNT, s'en accapare, s'en approprie le plan de sortie de crise du M5 RP en nous associant à la gestion du pays pour organiser une élection crédible aujourd'hui et qui sera acceptée par tout le monde. Alors, merci beaucoup. Et je ne saurais terminer sans souhaiter mes meilleurs de bonnes années et de bonne santé pour tout le peuple malien. Et pour nos pensées pieuses vont à nos illustres disparus, aux militaires, aux soldats qu'on a perdus au niveau des champs de guerre, des champs d'honneur, nos militaires. Et surtout, l'année 2020 a été une année quand même extrêmement difficile pour le monde entier en général et pour le Mali en particulier. Nous avons perdu en espace de 2 mois des anciens présidents. Le président Moussa Traoré, le président ATT, et la dernière semaine aussi de l'année 2020, on a perdu un autre illustre disparu, mon président à moi, que j'ai toujours soutenu depuis que je suis rentré aux 2 élections 2013, qu'il a perdu. En tant que démocrate et républicain, il est allé féliciter le président Ibeka chez lui. En 2018, on sait comment ça s'est passé. On a volé, je ne dis pas on a volé, mais on a usurpé son élection. Sinon, il avait gagné. La preuve est là. Et le monsieur n'a pas pu finir son 2e mandat. Et je souhaiterais qu'il y ait l'entente au Mali, qu'il y ait une paix durable, que les Maliens s'écoutent. Et aujourd'hui, que la pandémie que nous vivons aujourd'hui, qui fait des ravages, et je souhaite au Mali, avec l'avènement de ces vaccins, et je pense qu'il y a l'espoir, et je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2020 de prospérité, de bonheur, 2021 de prospérité, de bonheur à tout un chacun. L'année 2020, Inch'Allah, sera une année... L'année 2021, je le dis, je m'excuse, l'année 2021 sera une année de sortie de crise pour le Mali. Et ça se fera. Parce que le Malien est de nature optimiste. Bonne et heureuse année 2021. Également annoncé dans les titres, la création de la cellule d'appui au processus électoral annoncée par le ministère de l'administration territoriale suscite des inquiétudes et des interrogations au sein de la société civile et la classe politique. Afin de savoir ce qu'en passe le parti APM Maliko de la création de cette cellule, notre équipe de reportage a tendu son micro au président du directoire du parti, Modibo Kadjoge. Il répond aux questions de nos reporters. La cellule d'appui en tant qu'outil technique, parce que c'est ce qu'ils nous ont expliqué à la rencontre avec l'administration territoriale, en tant qu'outil technique, ce n'est pas une première. Et cet organe ou cette structure a existé plusieurs fois au niveau de l'administration territoriale pour aider le département à mieux organiser les élections. Mais ça n'a pas répondu aux préoccupations de la classe politique. La classe politique s'attendait à autre chose. Dès lors qu'on est convaincu que nos crises successives sont liées à notre façon d'organiser les élections et que le dialogue national et également les concertations ont indiqué qu'il faut aller à un organe unique de gestion, la classe politique s'attendait à ce qu'on lui parle de cet organe unique de gestion. Et on nous a plutôt parlé d'une cellule technique. Cellule technique, c'est très bien. Mais pourquoi pas également un organe unique de gestion? Et dans les débats, nous nous sommes rendus compte que l'organe unique de gestion est en phase de réflexion. Et les élections qui doivent venir, qui doivent mettre fin à la transition, ne seront pas organisées par un organe unique de gestion, mais plutôt par l'administration territoriale appuyée de cette cellule.
ces jours-là, le ministre était avec le ministre de la Refondation. Dès lors qu'il est avec le ministre de la Refondation, cela veut dire qu'il y a des changements profonds qui devaient s'opérer. C'est pourquoi le ministre de la Refondation était là. Et si le ministre de la Refondation est là, on devait plutôt parler de l'organe unique de gestion. Parce que c'est ça réellement la refondation. Et c'est ce qui est réclamé. Donc, l'organe unique de gestion, la réflexion devait commencer par ça, peut-être par la cellule, peut-être par le département, mais une réflexion sur l'organe unique de gestion, c'est cet organe qui devait être mis en place et prendre l'organisation des élections qui doivent mettre fin à la transition. Parce que si on organise les élections avec le même schéma que le schéma qui nous a amenés à la crise, et il n'est pas évident qu'on puisse éviter les contestations. Ce n'est pas évident. Un organe unique de gestion, de notre point de vue, c'est un organe qui prend les prérogatives de l'administration territoriale, les prérogatives de la délégation générale aux élections et les prérogatives de la CENI. Dans le concept, c'est une structure qui est en place tout le temps. Elle ne s'occupe que d'élections. Elle peut être élargie à partir d'un certain moment à des représentants, comme la CENI, des représentants des partis politiques et des représentants de la société civile. Mais ces personnes quittent les navires, si je peux m'exprimer ainsi, dès lors qu'on finit avec les élections. Il y a des cas de réussite qui sont là. Le Ghana gère les élections de cette façon. Mais c'est vrai que ce que nous avons aussi, il y a aussi des exemples ailleurs. Mais dès lors que cet exemple n'arrive pas à régler nos problèmes, ce serait une très bonne chose de voir comment on peut mettre l'organe unique de gestion. Et l'administration territoriale aurait dû nous parler ces jours-là d'un programme de réforme. Mais ils ont beaucoup plus insisté sur le processus électoral, les différentes élections qui doivent être organisées. Mais si on prend le programme des réformes et un programme des élections, on discute d'abord du programme des réformes. Quand on discute du programme des réformes, et ils ont évoqué le problème du temps par rapport à l'organe unique de gestion. La réflexion n'a pas commencé aujourd'hui pour l'organe unique de gestion. Je sais qu'il y a des organisations partenaires du Mali qui ont déjà planché sur la question, ils ont des documents. Et à l'administration territoriale, il y a des idées. 2, et il faut nous sortir le calendrier pour prouver aux acteurs politiques que ce que vous demandez quand on voit le calendrier, ce n'est pas possible. Ou c'est possible. Donc dès lors qu'on se met d'accord sur le calendrier des réformes, on peut se décider en ce moment pour voir les élections, quelles élections on va organiser, parce qu'ils veulent organiser tout, ils veulent renouveler tout au niveau des collectivités. Ça veut dire les maires, les conseils de cercle, les conseils régionaux, les hauts conseils des collectivités, si ça reste ou si c'est la CENI, les députés et le président. Et on allait discuter. Est-ce qu'il faut reprendre toutes ces élections ou est-ce qu'il faut mettre des autorités intérimaires à des endroits ou des délégations spéciales? Il faut ouvrir le débat sur tout ça. Mais insistons d'abord sur le programme des réformes. Quelles réformes nous allons faire? Et les réformes vont concerner quoi? Et comment on va essayer de les mettre en ordre? Et de mon point de vue, c'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Et c'est ce travail qui peut nous aider à voir comment on va organiser les élections et quelles élections. Et voilà un peu le débat l'autre jour qu'on a eu avec l'administration territoriale où ils sont beaucoup plus focalisés sur les élections, c'est important, mais la classe politique était beaucoup plus focalisée sur qui va organiser les élections. Et ça, c'est important et c'est essentiel. Pour nous, dès lors que la cellule est un instrument technique pour aider l'administration territoriale, parce que la tâche est ardue, il y a beaucoup de travail à faire. Dès lors que c'est un instrument technique pour aider l'administration territoriale à organiser les élections, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la réflexion commence par d'abord l'essentiel, tout ce qu'on a dit, refondation. Parce que si nous ratons les réformes institutionnelles, les réformes politiques, et on va aux élections, nous n'aurons rien réglé pendant la transition. Parce que les élections qui vont être organisées vont encore être contestées.
Donc on ne peut pas continuer de crise électorale à crise post-électorale. Ce n'est pas bien pour notre pays. Donc pour nous, le débat doit plutôt être, est-ce qu'il faut organiser les élections faire organiser les élections par le ministère de l'administration territoriale, les organes qui sont là, ou est-ce qu'il faut les faire organiser par un organe unique de gestion, un organe unique de gestion des élections. Et pour nous, le débat est à ce niveau. La cellule, c'est un instrument technique. Mais nous pensons qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections. Il faut faire le débat. Qu'on se rende compte que c'est possible ou ce n'est pas possible. C'est en ce moment qu'on prendra ensemble la décision de renoncer à l'organe unique si on se rend compte que ce n'est pas possible. Or, pour nous, à AP Maliko, ce n'est pas évident. Parce que comme je vous l'ai dit, la réflexion a commencé depuis très longtemps. On est beaucoup avancé et les cas de réussite sont juste à côté. Les cas de réussite sont juste à côté et on peut s'en inspirer et organiser les élections et avec des personnalités indépendantes qui ne sont pas politiques et sans parti pris et qui vont jouer l'arbitre entre les acteurs politiques. Pour nous, la solution passe par là. Et pour nous, c'est ça la raison d'être du ministre de la Refondation à la réunion que le ministre de l'administration territoriale a organisée, je crois bien, le 22 décembre 2020. Notre mot de la fin, c'est d'inviter le ministère de l'administration territoriale. Et comme je l'ai dit tantôt, et à aller très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La transition, c'est 18 mois. Et il est important qu'on puisse respecter la durée. 18 mois, il faut qu'on termine avec la transition. Et pour cela, il ne faut pas perdre beaucoup de temps dans les hésitations. Et le débat doit porter sur d'abord le programme des réformes. Quelles réformes et quand? Et quand on finit avec ce débat, un consensus autour de ce débat, nous allons maintenant parler des différentes élections. Et c'est très important parce que j'ai vu que dans leur planification, au premier semestre de 2011, ils comptent faire le référendum. Le référendum, c'est quand même un débat très profond et ça touche à des points essentiels de l'organisation de notre pays. Et planifier ça en 6 mois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on programme sérieusement les réformes et qu'on programme après les élections, les différentes élections qu'on va organiser et on fera les choix. Et troisième point, et je pense qu'il faut aussi beaucoup insister sur l'aspect sécurité quand on parle d'élection. L'autre jour, le ministre de l'administration territoriale était accompagné du ministre de la Refondation. C'est très bien. Pour moi, il est venu pour l'organe unique de gestion. Il devait être accompagné par le ministre de la Sécurité. La sécurité est essentielle dans l'organisation des élections aujourd'hui dans notre pays. On va parler du référendum, on va parler d'élections dans les communes. Les gens vont faire campagne. On va parler des législatives, on va parler des présidentielles. Les gens doivent faire campagne. Ils vont faire campagne où? Dans quelles conditions? C'est important qu'on examine cette question et c'est important que chaque fois qu'on les rencontre, que le ministre de l'administration territoriale soit avec le ministre de la Refondation et le ministre de la Sécurité. Et c'est comme ça que nous allons partir tranquillement à l'organisation des élections pour mettre fin à la transition que nous avons actuellement. L'émotion était grande ce vendredi 1er janvier 2021 au Palais de la Culture de Bamako. Les amis, la famille, les camarades et sympathisants ont rendu un dernier hommage à l'ancien chef de file de l'opposition malienne, l'honorable Soumaïla Cissé. Une cérémonie funèbre qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités maliennes, mais également en provenance des pays voisins. Suivons quelques témoignages au micro de Madina Traoré et Djakarija Dameli. De tristesse infinie, désarroi, d'amertume qui nous anime en ce vendredi noir, vendredi qui va connaître l'enterrement du président de l'honorable, du très cher estimé Soumaïla Cissé. Et le peuple malien est fier. Le peuple malien est fier d'avoir connu un Soumaïla Cissé, un de ses plus valeureux fils qui a donné tout à la nation malienne, qui a toujours su mettre le Mali au-dessus de sa personne.
Raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux aujourd'hui pour dire au revoir. Au revoir à cet enfant du Mali et en lui disant qu'il sera l'absent le plus présent parce qu'on le portera toujours dans nos cœurs. Et on se mettra ensemble pour perpétuer sa vision, la vision qu'il avait du Mali, la vision de paix, la vision de stabilité, la vision de la prospérité économique, sociale pour le Mali. Et nous allons nous battre pour faire valoir, pour porter cette vision au Mali et même au-delà du Mali. Une pensée particulière à nos amis de la diaspora qui ont mis tout en œuvre pour la libération de Soumaïla, qui aujourd'hui fête amèrement avec nous sa mort. Et c'est très important que nous le disions. Soumaïla Cissé est un homme mature, un homme humble, un homme de paix, de sagesse. Et il a tout fait, souvent au prix de sa dignité, au prix de sa fierté, pour que le Mali soit à l'abri de crise. En 2013, c'est celui qui est allé voir le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'époque. Il s'est transporté avec sa famille chez lui pour le féliciter. C'était du jamais vu en Afrique, ni d'ailleurs dans le monde. Je pense que cela mérite que les Maliens se mettent ensemble et prient pour Soumaïla parce que le Mali a perdu un de ses fils les plus valeureux. La vision de Soumaïla sera portée par les enfants, les camarades, ses amis de son parti. Soyez-en sûrs que Soumaïla ne sera pas mort pour rien. Soumaïla, il n'a pas vécu, il a existé. Il a fait rayonner le Mali partout dans le monde. Partout où Soumaïla a été passé, le Mali a été grandi, le Mali a été honoré. Donc, c'est l'occasion pour moi de lui adresser tous mes vœux, qu'il repose en paix et que le bon Dieu l'accueille en son saint paradis. Qu'après avoir traversé cette situation difficile pendant 6 mois, que la nature ne lui ait pas accordé le temps de vivre plus de 2 mois. Cela est beaucoup affligeant et cela aussi est très interrogateur. Alors donc, pour toutes ces raisons, nous n'avons, l'histoire dira, le temps dira ce qui s'est réellement passé, mais en tout cas, la souffrance était visible et surtout la souffrance de ceux qui sont restés après lui et de tous ces gens qui ont eu des moments d'émotion et des moments d'interrogation sur ce qui s'est passé et ce qui pouvait lui arriver. Donc ces moments d'émotion sont très graves pour tout le monde. Donc ici, je me fais un devoir de présenter mes condoléances à sa famille biologique, de présenter mes condoléances à son parti, à sa famille politique, pour le repos de l'âme du disparu Soumaïla Cissé, à un ancien collègue de l'Assemblée nationale, pour que Dieu est puissant et pitié de son âme. Les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, il amenait ses enfants là-bas pour dire que nos relations sont bien antérieures avec tout ce qu'il a dit. Et quand je suis là aujourd'hui, la première fois que je l'ai rencontré, je dis, moi, Soumaïla est un ami d'abord. C'est un ami. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Et j'ai suivi aussi sa carrière politique. Quand il a été kidnappé, nous avons prié pour que le Seigneur puisse le libérer. Sa femme est venue chez moi avec les enfants. Nous avons prié pour sa libération. Et quand il a été libéré, Dieu merci, il est revenu encore chez moi et nous avons échangé. Les gens étaient étonnés de la manière dont nous nous soutenons. Pour moi, c'est un frère. C'est quelqu'un qui aime son pays. Et ça, la conviction est profonde. Il aime son pays. Et tous les charismes qu'il a reçus, il a mis ça au service de son pays. Alors, en Bambara, on dit à quelqu'un, Nina Djankola qui n'a qu'un dia. Okorobe dit que ce que tu reçois comme talent, mets-le au service de ton pays. Soumaïla l'a fait, mais le Seigneur lui-même, en l'arrêtant maintenant, nous sommes fait
l'icône. Nous avons peut-être des projets, mais Dieu lui-même nous a montré où il se méritait. Alors, puisque la nouvelle génération que vous êtes, en écoutant ce que va se dire, le répandre, afin que son œuvre puisse se poursuivre dans ce Mali. Et ce que nous demandons le plus fort aujourd'hui, c'est la paix. Mais je pense que le fait même de nous retrouver ici aujourd'hui autour de Soumaïla Cissé, c'est ça que cela exprime. C'est ça que cela exprime. Lui, son ambition, vous avez vu son parcours politique. C'était d'arriver à faire le Mali de ses rêves, après avoir écouté les Maliens. Mais le Seigneur qui l'a fait venir dans ce monde a son projet sur lui. C'est pourquoi l'idéal qu'il portait, nous souhaitons que cela soit contagieux, que la jeunesse reprenne cet idéal. L'opposition n'est pas l'inimitié. C'est ça qui va nous foutre là-dedans. Soumaïla Cissé, ça va dialoguer avec les membres de l'opposition. Vous avez entendu? Quand il a perdu les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti féliciter le président. Ça ne s'est jamais vu. Et je pense que c'est ça qui doit continuer. Alors je crois que vous devez répandre ce message-là. Que son nom repose en paix. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.